République démocratique du Congo, le référendum, si il aura lieu, sera-t-il légal sans la ville de Goma, la ville de Bukavu, le territoire des Rutshuru, une partie de Massissi et tant d'autres parties occupées par l'armée étrangère et ses supplétifs congolais. C'est la question qui caresse l'esprit de plusieurs Congolais à la lumière de l'alinéa 2 de l'article 5 de la Constitution de la République. Nous n'allons pas rester prisonniers d'une seule disposition constitutionnelle. La Cour des Aigles va vous permettre justement d'enrichir beaucoup de vos sujets au regard des invités avec nous sur ce plateau. Manix Yenda, juriste et analyste politique. Il est avec nous, c'est la première fois depuis que la Cour des Aigles a commencé qu'on le reçoit sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Fabien. Merci de nous faire honneur. On vous a connu tout feu, tout flamme sur les plateaux d'autres médias du pays. Sentiment partagé. Merci. Il y a beaucoup d'évolutions dans l'approche, pas comme avocat. Dans votre domaine, on n'a pas à faire des comparaisons parce que chacun a son domaine, mais dans les débats qui sont qui enrichissent beaucoup les Congolais à travers le pays. Janon Lompimpé, il est juriste, donc avocat, mais il n'engage pas le barreau autour de cette table. Il est le président national du Front pour la Patrie et membre de la conférence des présidents de la coalition 64. Bienvenue. Vous, on vous a déjà eu sur ce plateau, mais c'est un frère à moi. Depuis qu'il fut étudiant, il fréquentait déjà nos plateaux. Janon, nous venons de loin, hein? Théoti Moussika. C'est toute une histoire, Kouloud. C'est toute une histoire. Et ce qui est important, jusque-là, toujours bénéficier encore soutien. Donc, bientôt pratiquement 10 ans que Nazana Simanayo. Donc, voilà. Voilà. Et c'est un honneur d'être avec vous sur ce plateau. Richard Mpinda, également avocat, mais il n'est pas mandaté par son barreau autour de cette table. Il est cadre de l'UDPS. J'ai toujours eu du mal à le maîtriser. Lorsque il est sur mes plateaux, pas ici, même ici, par moment, il vous dit je peux partir. Oui. Il veut quitter le plateau en direct. Ah oui, parce que je crois que nous avons des droits qui nous sont rattachés. Lorsqu'on se rend compte que l'un de ces droits est sur le point d'être biaisé ou est biaisé, eh ben, nous pouvons tirer notre révérence et partir. Sinon, je vous remercie une fois de plus pour cette occasion qui nous est donnée pour parler de cette question qui préoccupe au plus haut point notre population. Il est question de la Constitution et nous pensons que notre point de vue peut être reçu par ceux qui vont comprendre d'une certaine manière. Voilà pourquoi nous sommes ici. Très bien. Nous, il y a un qui manque, qui nous a dit qu'il va nous joindre. Il s'agit de Prince Kinana de la coalition 64. Mais en attendant, nous pouvons nous envoler. On commence avec vous. Manix Yenda, sans Bukavu, sans Goma, imaginez-vous, c'est décidé, la loi est déjà là, elle attend promulgation. Qu'adviendra la souveraineté du peuple congolais qui sera consulté parce que l'ennemi n'est pas encore parti, malgré les promesses du médiateur qui vient de sanctionner les firmes importantes, surtout les raffineurs. On sait que c'est vraiment des firmes rwandaises avec des responsables télé affichés par Kigali. Les sanctions sont tombées le 25 juin. Alors, est-ce que l'Église catholique n'a pas quelque part raison? Et la coalition 64?
Moi, je pense que nous sommes un État démocratique tel que proclamé dans l'article 1er de notre Constitution. Et cette démocratie est organisée par les textes et de surcroît la Constitution de notre pays. Et lorsque vous scrutez cette Constitution, vous allez vous rendre compte que la RDC utilise ces deux modèles démocratiques, en l'occurrence la démocratie directe, qui se fait soit par la voie des élections, soit par la voie du référendum. Et les deux types de démocratie directe dans question ici sont organisés par deux textes. Pour les élections, il y a toute une loi, la loi électorale, qui existe et qui organise les élections dans un contexte démocratique congolais. Mais malheureusement, depuis l'avènement de cette constitution de 2006, la réalité référendaire n'a jamais été soutenue par un répondant juridique existentiel. Voilà pourquoi il y a eu un député, professeur de surcroît, le député Gaspard Ngondankoy, qui a amené sa proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour débattre sur la question. Et aujourd'hui, la loi est passée. Et au niveau de la première lecture à l'Assemblée nationale, autant pour la seconde lecture au niveau du Sénat, et on attend la promulgation et la publicité par le journal officiel. Mais cette loi référendaire, elle a pour vocation d'organiser toutes les questions ayant trait avec les référendums. Ce n'est pas seulement à la question du changement de la Constitution, même si la loi a quand même réglementer la question pour effectivement combler ces vides juridiques qui existaient. Mais en même temps, vous évoquez la question de la souveraineté par rapport à la partie Est. Vous savez, la tenue du référendum, il y a un peuple qui va participer. Et ce peuple qui va participer, qui va dire oui tout comme non dans un référendum, c'est un peuple catégoriel. Parce que ce n'est pas l'ensemble de la population congolaise ou encore l'ensemble du peuple congolais, c'est-à-dire les 100 millions de peuples congolais qui iront devant les urnes pour dire oui ou non dans un référendum. Ce sont des électeurs. Ce sont des électeurs. Ce qui voudrait dire c'est une catégorie bien précise. Mais depuis la nuit des temps, il y a bien de Congolais qui sont à l'étranger, par exemple, et qui ne participent pas ni aux élections et ni au référendum. Et cela n'a jamais remis en cause la question de la souveraineté nationale. Il est vrai, la Constitution, à travers l'article 5, l'a bien dit, la souveraineté nationale appartient au peuple. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une réalité selon laquelle il y a une partie du Congo qui est prise en otage par le groupe rebelle, le Nord et le Sud Kivu. Maintenant, est-ce qu'il faudrait aller à ces référendums sans cette partie ? Est-ce qu'il faudrait attendre la reprise de la gestion de la partie Est par le gouvernement congolais au travers les services de sécurité et défense pour enclencher cette démarche du référendum? Ça, c'est une question. C'est une question de choix. C'est comme ça que sur la question du référendum s'ajoute une autre question complémentaire qu'on appelle la question du préférendum. Les préférendums, effectivement, c'est aussi une autre pratique démocratique, bien que non consacrée par les lois de la République, mais qui permet à un peuple, ou encore à la limite à une classe politique donnée, de choisir le thème pour lequel on va se diriger vers les référendums. C'est-à-dire c'est au peuple, au travers la classe dirigeante qui doit orienter l'opinion nationale, de choisir ou d'élever l'option si on doit s'amener au référendum avec ou sans le Nord et le Sud Kivu. C'est une question de choix. Question de choix. Et nous apprenons avec vous le concept pré-référendum. Préférendum différent de référendum. Exactement. Voilà, vous avez expliqué le distinguo. Jeannot Lompempe, c'est à vous la parole. Vous êtes d'accord, vous, la C64, vous êtes d'accord avec la Sénico que organiser le référendum sans Bukavu et Goma, qui sont encore sous les bottes de l'armée rwandaise, serait consacrer la partition du pays, serait une complicité avec le Rwanda qui occupe cette partie à travers son armée et son relais? D'abord, merci beaucoup, cher Fabien, par rapport à votre question. Vous savez que nous, au niveau de la coalition C64, notre position est claire.
D'ailleurs, même moi, je salue le message d'Alect de nos princes de l'Église, la Senko et consorts, à travers après la session extraordinaire. Aujourd'hui, dans notre pays, d'abord d'entrée des jeux, je dois préciser que nous, au niveau de la coalition C64, Fabien, nous sommes prêts et déterminés d'aller jusqu'au bout pour protéger la Constitution. Parce que même l'intitulé de notre, comment appelle ça, notre nom, comme on nous appelle aujourd'hui à Kinshasa ou bien, et partout dans le monde, coalition article 64. Pourquoi nous avons créé cette coalition? Bon, le souci, s'il vous plaît, j'en arrive. Ça va venir. Ça va venir. J'aimerais que c'est très nous important. restions dans les matières techniques. Technique, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est très important que l'opinion publique, ceux qui nous suivent quand même doivent comprendre. Et pourquoi nous avons créé la coalition C64? Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est quoi ici? C'est de protéger la Constitution. C'est de protéger l'ordre constitutionnel. Parce que le régime de Tshisekedi, il est déterminé de renverser, n'est-ce pas, l'ordre constitutionnel pour son intérêt de se maintenir au pouvoir, de changer tout. C'est ça la naissance même de notre coalition. Alors la question des référendums, sans Bukavu ou bien sans Goma, cher Fabien, vous savez, dans cette question-là, si vous lisez la Constitution, je suis très heureux parce que mes connaisseurs, ce sont des juristes comme moi, ils ont apporté la Constitution. On sous-entend que non, le débat doit se tourner autour de la Constitution. Et certain nombre des articles tels que, m'a mentionné, j'ai entendu, si on a fait allusion à une loi référendaire, la fameuse loi de Gaspard Ngonankoy. Vous savez, Fabien, moi j'ai eu une chance d'être, à l'époque à l'université de Kinshasa, j'ai eu un cours là intitulé Introduction à l'étude du droit public. Et c'est Ngonankoy qui enseigne ça. Si vous lisez son support de cours là, je crois dans le dernier paragraphe, il a expliqué, il a donné un certain nombre de précisions, de détails concernant la tenue du référendum dans notre pays ici, référendum. Mais dans la Constitution, qu'est-ce que la Constitution a prévu? La Constitution pose 3 éléments essentiels pour convoquer ce référendum-là, pour soumettre une question nationale au peuple congolais de se prononcer. Et notamment, vous avez même... J'ai aimé l'intitulé de l'émission. Pourquoi? Parce que vous faites allusion à l'article 2. Et l'article 2 de la Constitution dans son dernier lien renvoie, pose des conditions. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément encore. L'article 214. Où est l'article 214? Où il est dit, vous allez voir même l'article 217, où il est dit clairement, si les peuples congolais, si nous avons décidé, n'est-ce pas, de céder une partie de notre territoire, eh bien, cette question-là doit être soumise à la population, au peuple de répondre sur cette question-là. Et dernièrement, l'article nous renvoie encore sur l'article 218. Donc, c'est là où les pouvoirs constituants originels, il a imposé, n'est-ce pas, des conditions pour convoquer ces référendums. Mais regardez la tricherie juridique de Gaspard Ngonankoy. Parce que nous devons reconnaître que non, dans cette assemblée-là, Gaspard Ngonankoy, il est peut-être le plus intelligent de tout le monde. Bon, je sais que Jacques Diolusi est là, il y a aussi tant d'autres. Mais je pense que non, du point de vue constitutionnel, c'est un intellectuel. Mais quand vous lisez même la loi, du premier article jusqu'à la fin, je m'avais suivi lui-même l'auteur de cette loi-là à travers une émission en place ici. Un professeur, un député de la majorité présidentielle, mais il était incapable, devant votre conseil, d'expliquer sa propre loi, la loi référendaire. Parce que dans la loi référendaire, il est dit clairement, cher Fabien, de matières que la Constitution a prévues, on a ajouté d'autres matières que la Constitution ne reconnaît pas ça. Ça se trouve dans cette projet de loi-là. Donc, moi j'aurais voulu que non. Et j'amène cette loi ici. Comme ça, nous débattons autour de cette loi-là. C'est là où il y a les problèmes. C'est comme ça que non, nous comme politiques, comme la Senko et tant d'autres forces de la République, nous nous sommes mis debout. Nous nous sommes dit, eh bien écoutez, il est temps de protéger la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi Tshilombo, il se retrouve son pouvoir où? C'est dans la même Constitution. Et dès lors que notre Tshisekedi veut renverser l'ordre constitutionnel,
qu'il est établi, eh bien, je pense que non. Chaque Congolais, nous avons les droits de se mettre debout, de dire que non, nous ne voulons pas ça. Parce que nous craignons la conséquence de quoi? Si Tshisekedi continue avec ces fameux projets-là, eh bien, nous risquons de perdre d'abord Goma et de perdre également la province de Sidi Kivu. C'est très important. Je donne un cas aujourd'hui, mes chers Fabien, c'est là où je vais citer. Vous savez, j'ai suivi, il y a un ministre de Tshisekedi ici, il a passé dans une émission avec votre confrère en ligne, M. Gilles Paluku. Il a fait allusion il y a un conflit entre l'Allemagne et la France. Mais moi, je vais répondre à Gilles Paluku ici, devant votre micro ici. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, de quelle manière Poutine s'est imposé pour récupérer la Crimée? Aujourd'hui, Poutine continue à s'imposer. Dit qu'en dehors de tout dialogue avec l'Ukraine, vous devez reconnaître des territoires que lui occupe déjà. Merci. Je vais revenir à vous pour la suite justement de ce partage républicain. Richard Mpinda, section 2, relative à la souveraineté de l'article 4. Bon, d'abord c'est l'article 5, section 2. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Je vous fais grâce de la suite. Oui, merci. Alors, dites-nous concrètement... Une observation. Maître Manix dit c'est un problème de choix, l'organisation du référendum. Je veux en venir. Oui, maintenant c'est à vous une observation de nous éclairer. À mon très cher ami et confrère Jeannot Lompépé. Messieurs, en tant que scientifiques, nous devons apprendre à respecter nos aînés. En l'occurrence, le professeur Ngondankoy, on ne dit pas Ngondankoy, on dit professeur Ngondankoy, et surtout que vous, qui devriez servir d'exemple parce qu'il vous a donné cours et ça n'a pas été le cas pour vous. Je voudrais, avant d'entamer ma réflexion sur la question que vous veniez de poser, démontrer d'abord l'illégalité dans laquelle existe le C64. Parce que lorsque vous lisez la Constitution de la République, en son article 64, alinéa 1er, il est dit « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par force ou qui l'exercerait en violation, en violation des dispositions de la présente Constitution. » Déjà l'alinéa 1er. Et ici, je me pose la question de savoir quand est-ce que Tshisekedi a violé ou aurait-il violé la Constitution? Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, même si Tshisekedi aurait violé la Constitution, parce qu'ils sont dans une projection futuriste, hein, ils disent que, bon, écoutez, aujourd'hui, s'il continue sur cette voie-là, il aurait agi d'une certaine manière. Mais quand est-ce que Tshisekedi aurait violé la Constitution pour qu'on crée une plateforme ou une coalition appelée C64 et éventuellement lui opposer l'article 64 alinéa 1er? Et même si Tshisekedi, j'ai dit bien, et même si Tshisekedi avait violé la Constitution, qui est habilité à statuer sur la violation de la Constitution dans le chef de Tshisekedi? Mais nos amis nous posent un problème. Ils disent que nous avons créé cette structure, nous l'avons créée pour protéger la Constitution. Mais ils ne sont pas là constitutionnels pour attester sur les infractions du président de la République. Donc il y a déjà un problème à ce niveau-là. Vous voyez, ils ne sont pas... Il constitue déjà un problème parce que l'article 64 est clair. Quand on viole le juge pénal du président de la République, ce n'est pas l'opposition politique qui vient d'emblée et vous dit, bon, écoutez, Tshisekedi a violé la Constitution, c'est 64. Mais il y a un problème sérieux. On ne peut pas défendre une disposition selon votre entendement. Et surtout lorsque votre entendement pose problème, il faille à ce que l'on puisse retourner à la structure, à l'institution habilitée. Mais l'on dit, la Constitution est claire, dit en son article 149, les cours et tribunaux, le pouvoir judiciaire est dévolu plutôt aux cours et tribunaux. Mais depuis quand vous êtes, vous, l'opposition, ou la CENCO, ou éventuellement les autres forces vives, comme vous le dites là, habilitées à juger le président de la République pour prétendre?
vous avez, c'est très intéressant. Au départ, ils ont peut-être réfléchi de la sorte et ils ont levé l'option d'aller déposer une plainte à la Cour constitutionnelle au parquet près la Cour constitutionnelle, parce qu'on ne peut pas directement aller à la Cour constitutionnelle, au parquet près la Cour constitutionnelle pour éventuellement initier une action en justice. Ils se sont rendus compte qu'en allant tel quel, ils auraient consommé une tentative de renversement d'un régime constitutionnel. Voilà pourquoi ils se sont arrêtés. Et je mets ma main à couper. Cette plainte-là n'arrivera pas... Mais c'est ça qui les a induits en erreur. Mon jeune confrère, c'est ça qui venait à peine de commencer, il a à peine 7 ans, je crois, ou 6 ou 5. Vous voyez ça? Donc, il les a induits en erreur, je comprends. C'est peut-être par manque d'expérience professionnelle qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Et donc, cette plainte-là, vous ne la verrez plus devant une juridiction quelconque. J'en viens maintenant à l'article 5, qui fait l'objet de cette rencontre. Ici, vous avez été encore beaucoup plus clair en allant à l'alinéa 2e, lorsque vous dites... Article 5, selon l'alinéa 2e. Mais je veux vous répondre. Moi, je vais rester dans le texte. Je répondrai à cette question ici, alinéa 2, en me référant à cette même disposition, à l'alinéa 1er. Donc, l'opinion retiendra que l'article 5 de la Constitution dit de manière très claire, la souveraineté nationale appartient au peuple. Point. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie référendaire ou par élection et indirectement par ses représentants. Je me répète, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émanant du peuple, tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie référendaire ou indirectement, ou d'élection et indirectement par ses représentants. Mais la question, elle est simple. Qu'arrivera-t-il? La population qui est à Bukavu et Goma est-elle concernée? Laissez-moi y aller. Vous dites aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice. La loi fixe conditions, organisation des élections et du référendum. Mais c'est clair. C'est-à-dire que le pouvoir ou l'exercice de la souveraineté qui appartient au peuple s'exerce de deux manières, soit de manière directe ou indirecte. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle qu'elle se présente là, et qu'il faut éventuellement réformer l'État pour éventuellement trouver de nouvelles normes à même de pouvoir nous conduire. Quoi de plus normal que ce pouvoir, dans ces cas précis, puisse être exercé de manière indirecte? C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire ceci. Le peuple, l'article 5, alinéa 1er, le dit de manière claire, exerce son pouvoir de manière directe ou indirecte par ses représentants. Du moment où le représentant du détenteur, c'est-à-dire le souverain primaire, c'est-à-dire le peuple, il attribue ses prérogatives. La Constitution ici le prévoit. Mais il prévoit. Concrètement, si le référendum... vous ne me suivez pas. S'il vous plaît, concrètement, si le référendum est organisé demain, qui va voter à la place des Congolais, des Goma et des Bukavu? Vous ne me suivez pas. Soyez très attentifs. Regardez ce que dit l'article 5, alinéa 1er. Je vous réponds en vous référant à la Constitution. La Constitution dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Comment ce peuple exerce ce pouvoir-là? La souveraineté nationale, ça veut dire... Attendez. Mais vous le dites. S'il ne l'exerce pas directement, il peut l'exercer indirectement. Alors, concrètement, en français facile. Voilà. Là au moins, c'est mieux. Ça veut dire ceci. Oui, qu'est-ce qui va être fait pour Goma et Bukavu? Ça a été de manière claire, bien couché sur cette disposition à l'alinéa 1er, le pouvoir s'exerçant directement par le peuple direct, ok, il peut soit aller voter directement, s'il est dans l'incapacité de pouvoir le faire de manière directe pour aller poser son bulletin dans les urnes, mais quoi de plus normal que celui-ci, au terme de cette constitution ici, l'exerce de manière indirecte par ses représentants. C'est-à-dire que comme il y a des députés qui représentent toutes ces parties-là, au nom de nombre, parce qu'il ne faut pas oublier une chose,
que chacun d'entre eux représente pratiquement 15 à 20 000, voire même 50 000 personnes derrière eux. Et donc, ayant reçu mandat de leur part de pouvoir agir en leur nom, quoi de plus normal que pour ces derniers, éventuellement, de se prononcer sur cette question-là? Parce qu'ils en ont reçu mandat. Manix Iyenda, que pensez-vous de cette, comment on appelle, de cette explication donnée justement sur base de cette disposition? Est-ce que c'est légal, si nous suivons Maître Mpinda, que le jour du référendum, si l'armée rwandaise et ses supplétifs ne se sont pas retirés de Goma et Bukavu et Rutshuru, pas de Massissi, eh ben, ça sera les élus de ce coin qui voteront ou qui voteraient au nom de la population. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord noter que Manix Iyenda ne réfléchit pas par procuration. La question même qui fait l'objet de notre débat, c'est vrai, c'est une question de souveraineté nationale. Je voudrais sur ce plateau réclamer aussi ma souveraineté intellectuelle, c'est-à-dire je réfléchis en tant que Manix Iyenda. Je crois que l'article 5 est très limpide. Et l'article 5 présente, je l'ai dit au prologue de mon intervention, deux formes de démocratie que nous avons. Je n'ai même pas besoin de le relire. On parle de la démocratie directe et de la démocratie indirecte, c'est-à-dire la démocratie représentative. Mais, lorsqu'il s'agit de la démocratie représentative, ici, il y a ce qu'on appelle la délégation de pouvoir. Ici, le pouvoir quitte du peuple vers ses représentants. Et qui sont les représentants du peuple? C'est les présidents de la République, les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux et j'en passe. Mais lorsqu'il s'agit de la participation du peuple de manière directe, les mécanismes qui s'appliquent, c'est soit les élections ou soit les référendums. Ça, c'est la dimension de la démocratie directe. Et donc, lorsqu'il s'agit... D'ailleurs, beaucoup de gens peut-être n'arrivent pas à établir la différence entre les élections et les référendums. Les deux, en réalité, sont de type des élections. Mais seulement, lorsqu'il s'agit de la manche électorale, le peuple choisit ses représentants. Mais lorsqu'il s'agit de la marche référendaire, là, le peuple choisit soit une loi ou soit une décision donnée. Les référendums, c'est la matière. Les élections, c'est le choix sur les individus. Alors, dire que les représentants du peuple se substitueraient à la place du peuple pour dire oui dans un référendum, ça, c'est une compromission même de l'article 5 et même une compromission en valeurs démocratiques consacrée dans l'article 5. J'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, en ce qui concerne l'Est du pays, c'est une question de choix. Et nous devons opérer le choix. Le choix entre quelles options? Mais justement, le choix... Lui, il a spécifié. Si ce peuple ne peut pas exercer sa souveraineté à travers le vote, donc le bulletin dans l'urne, parce qu'il y a des contraintes sécuritaires et les deux villes et l'autre territoire sont sous occupation de l'ennemi, ah ben, il dit que ce sont les représentants de ce peuple qui pourront le faire au nom de la population, surtout de deux peuples, donc de deux villes concernées ou de parties concernées. Monsieur Fabien, vous savez pourquoi je ne me permets pas d'emprunter ces chemins-là? Non, vous réfléchissez effectivement, à haute voix, de manière libre. C'est parce que l'organisation d'un référendum est tributaire d'une procédure préalablement observée. Les représentants de peuple dont question ici, dans un contexte référendaire, obtiennent un statut beaucoup plus particulier, de pouvoir constituer. C'est-à-dire, avant, parce que lorsqu'on veut aller au référendum, il y a d'abord un projet de texte élaboré et validé par le pouvoir constitué, qui peut être soit l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, ou le deux au même moment,
Et ces pouvoirs peuvent être investis soit par le peuple ou non, comme ça a été le cas pour le pouvoir constitué de 2001 lors de dialogue intercongolais. Ce sont ceux-là qui vont soumettre le texte au peuple pour que le peuple valide par soit un oui ou soit un non. Et c'est comme ça qu'en matière des référendums, il y a deux types de référendums qui se dégagent. Il y a ce qu'on appelle les référendums abrogatoires et les référendums consultatifs. Les référendums abrogatoires est un référendum par lequel le peuple vient abroger un texte en vigueur. Et lorsqu'on parle d'un référendum consultatif, effectivement, le peuple s'obtient le pouvoir au travers d'un référendum pour asseoir un nouveau texte qui n'existe pas. Encore une fois, cela est une question d'option. Mais monsieur Fabien, permettez-moi quand même de rétropédaler un tout petit peu sur la question de l'article 64, tel qu'évoqué par nos amis ici. Et je voudrais revenir sur les initiateurs de la coalition 64. Une coalition qui, à mon avis, n'a même pas de sens. Parce que déjà, la coalition, en réalité, viole même la teneur de l'article 64. L'article 64 dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir, ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Je m'arrête là. Entre M. Tshisekedi et M. Corneille Nangaa, qui prend le pouvoir par la force? Vous avez la réponse. Je poursuis. Ou qui l'exerce en violation de dispositions de la présente Constitution. Je m'arrête là. Entre le président Tshisekedi et le groupe de Corneille Nangaa, qui exerce le pouvoir en conformité avec la présente Constitution? Vous avez la réponse. Je poursuis l'alinéa 2e. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Qu'est-ce qu'on entend par régime constitutionnel? Les régimes constitutionnels, c'est un régime au moyen duquel les institutions établies sont assorties par la Constitution et investies par le mandat du peuple. Maintenant la question. Entre le régime qui est en place et les régimes qui s'installent dans la partie est du pays, lequel est constitutionnel? Entre le régime qui s'installe dans la partie est et celui qui s'installe ici à Kinshasa, qui renverse les régimes constitutionnels conformément à l'alinéa 2e de l'article 64. Je veux finir par un élément, en 30 secondes. Nos amis de l'opposition n'arrivent pas à pousser les débats plus loin. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la loi référendaire, il faut commencer par dénicher d'abord la nature de cette loi. Est-ce qu'il s'agit d'une loi organique ou d'une loi ordinaire? Parce que ces distinguos vaut son pesant d'or pour nous permettre à établir quel type de contrôle de conformité à la Constitution qui s'exerce. Parce que la Constitution donne à nos amis de l'opposition une possibilité. Article 162, alinéa 2e. La Constitution dit « Tout Congolais peut saisir la Cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité de tout acte législatif et réglementaire. » Ici, je voudrais quand même terminer mon discours par établir ces distinguos en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité. Le contrôle de constitutionnalité, a priori, s'exerce sur les lois organiques. Encore que les lois organiques, ce sont des lois qui organisent les institutions. Les lois organiques, les règlements intérieurs des assemblées délibérantes et les règlements intérieurs des institutions d'appui à la démocratie. Mais en ce qui concerne les lois ordinaires, de lois qui traitent sur les questions ou les matières de droit donné, le contrôle qui s'exerce sur ce loi-là, en l'occurrence la loi référendaire, c'est un contrôle de constitutionnalité a posteriori. Ce contrôle s'est fait après. Ce qui voudrait dire, une loi ordinaire peut être non conforme à la Constitution, mais demeure applicable. Mais la Constitution a organisé un mécanisme pour le frapper. C'est lorsque, d'abord, l'article 162, alinéa 2e, je viens de le citer, tout Congolais a le pouvoir, y compris les opposants, de saisir la Cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité de tout acte législatif, le cas sous examen, le cas de la loi. Arrivé à cet état. C'est parce qu'ils ne le savent pas. De deux, il y a le principe de l'exception d'inconstitutionnalité. Mais on le soulève quand? On le soulève dans un litige devant un juge. Lorsque une partie dans un procès oppose
à une disposition constitutionnelle, une disposition légale qui n'est pas conforme à la loi. La partie qui exige au juge la primauté des règles constitutionnelles, c'est celle qui se sert du principe de l'exception de la constitutionnalité pour frapper une loi qui, déjà au départ, n'était pas conforme à la Constitution. Et voilà, peut-être qu'ils vont y arriver lorsque le président de la République promulguera la loi référendaire. Peut-être que c'est dans les pipelines. Janon Lompépé. Nous allons terminer l'aspect purement technique pour aborder l'aspect politique parce que vous avez double casquette. Vous êtes juriste, vous êtes en même temps politique. Mais souffrez qu'on termine l'aspect technique. Si tel est le cas dans les analyses que vous êtes en train de faire autour de cette table, pourquoi impliquer des non-initiés, c'est-à-dire la masse, l'amener dans le sit-in le 12 juin et vous l'inviter à aller au Palais de la Nation pour détrôner, exiger la démission du président de la République Félix Tshisekedi le 8 juillet. Si cette matière est purement technique, si vous-même, entre vous, vous-même, vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord sur une matière technique, pourquoi impliquer les damnés de la terre et les amener dans ce qu'on déplore, blessés, voilà, ainsi de suite? Non, mais monsieur Fabien, vous savez, ce que moi je peux vous demander, c'est d'abord le temps, la gestion du temps. C'est très important. Je suis en face de dire qu'au débatteur, les surcroîts du pouvoir en place, il faut me permettre aussi d'avoir quand même beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour expliquer quand même ce qui nous suivent. Ce qui nous suivent, c'est très important. Ouais. Je note des éléments essentiels dans les narratifs de mes co-débatteurs ici, cher Fabien. Mais je vais d'abord répondre comme ma maître Pinda. Un professeur, c'est aussi un modèle. Lorsqu'un professeur, n'est-ce pas, il n'est plus modèle dans une société comme la nôtre ici, eh bien, son nom s'appelle Senghor Nankoy. Il n'est pas né professeur. C'est très important. Deuxième élément encore, cher Fabien. Sur quoi il a beaucoup parlé ici que non, voilà, ces gens-là d'ici 64, il a beaucoup parlé. Mais la réponse est simple. Nous, tout le monde parle l'article 64. Mais nous sommes là. Notre force, c'est quoi, 1764? C'est la LED. Pourquoi ils ne lisent pas ça? Si les co-débatteurs lisent, ils font allusion à l'alinéa premier. Mais moi, je renvoie à la réponse 1764. C'est la LED. C'est là que nous sommes. Parce qu'ici, il y a un constant. Ici, on vous dit c'est toute une tentative du renversement des régimes constitutionnels. Ici, ce M. Tshisekedi dit le mot. Vers renverser son régime constitutionnel. N'est-ce pas? Parce que ici, c'est d'abord, c'est très technique. Ce n'est pas seulement, moi je suis contre ce qui se passe avec Nanga et consort là. Mais ici, nous, au niveau du C64, notre réponse, notre combat, c'est de protéger la Constitution à l'article 64, dans l'alinéa 2. C'est là que nous sommes. Parce que Tshisekedi veut renverser son régime constitutionnel. Qu'il établit, il ne veut plus de ça. Il veut avoir une nouvelle constitution. Et c'est à ce moment-là que Tshisekedi tombe à l'alinéa 2. C'est là que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous avons évité les peuples. D'ailleurs, même, je retire encore la position du C64. Le 8 juillet ici, nous allons marcher de manière pacifique. Parce que c'est notre droit de protéger la Constitution, surtout l'article 64, alinéa 2, où Tshisekedi veut jeter la Constitution. Parce que son pouvoir est établi par quoi? Il est assis sur base de quoi? Sur base de la Constitution. Alors, dès lors que Tshisekedi il ne veut plus de cette Constitution-là, dis-moi, nous comme Congolais, nous allons faire comment? C'est notre droit aussi de revendiquer, d'exécuter mais c'est ce qu'il dit. Comme tu ne veux plus de cette constitution-là, le moment est venu de quitter les partis. C'est notre combat, c'est légitime. C'est un droit civique, notre droit politique. Tu vois, deuxième élément, s'il vous plaît, j'ai noté, s'il vous plaît, cher Fabien. La Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, j'ai noté, s'il vous plaît. Vous y avez pensé, s'il vous plaît. Selon ce que dit Manix. Fabien, oui. Ce sont des notions que nous maîtrisons. Oui. Ici, tout le monde est juriste. Tout le monde est avocat ici dans votre plateau. Ce n'est pas des rappels. Ici, je vais d'abord répondre à Pinda. Parce qu'il a beaucoup parlé sur la Cour constitutionnelle, s'il vous plaît. La Cour constitutionnelle, là, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le révérend pasteur Kamuleta. Mais Kamuleta est limité. Politiquement, Kamuleta est limité. Lui, comme président de la Cour constitutionnelle, il est limité avec le reste de juges. Parce que la question est éminemment tellement politique.
N'est-ce pas? Je ne veux pas que Kamoulet tombe dans le jeu des Jiba, des Moukouné, Consola de Dolo Kamba. C'est un révérend pasteur modèle, mais sur cette question-là, il est limité. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau du C64, nous disons ceci. Nous n'avons pas intérêt d'aller à la Cour constitutionnelle. Parce que cette Cour constitutionnelle est déjà complètement inféodée. C'est une cour à la merci de Tshisekedi Tshilombo. Dis-moi, nous qui sommes dans un combat pour protéger la même constitution, nous allons saisir la Cour constitutionnelle qui est censée de protéger la même constitution. Une question importante. S'il vous plaît. Dans la même logique. Dans la même logique. De réfléchir, de répondre si vous n'avez pas confiance en cette Cour constitutionnelle que vous dites inféodée par Tshisekedi Tshilombo. Mais la rue elle-même, est-ce que vous pensez qu'elle constitue la solution? Non, quand vous ne maîtrisez pas cette rue, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler, même si la Senko va vous apporter un appui, est-ce que vous avez le pouvoir de la rue? Non, mais s'il vous plaît, d'abord, je dois préciser, M. Fabien. Notre coalition, n'est-ce pas? Nous sommes debout. Il ne faut pas nous chercher moyen de nous mélanger avec la Senko, non. La Senko, c'est une composante de la société civile. C'est leur droit aussi de marcher, de revendiquer. C'est leur droit. Mais nous sommes politiques. La Senko, c'est la société civile. N'est-ce pas? Je suis en train de vous démontrer ici notre démarche. Parce qu'à la Cour constitutionnelle, il n'y aura pas une suite favorable. La Cour s'apprête, n'est-ce pas, pour cautionner ces coups d'État institutionnels que Tshisekedi vient orchestrer pour rester au pouvoir éternellement. C'est ça la réalité, M. Fabien. C'est ça la question que vous ignorez. Deuxième élément encore, s'il vous plaît, j'insiste encore. On entre dans le volet politique. Non, je suis encore dans le volet technique. Je l'ai entendu dans les plateaux ici. Mes amis ont parlé voilà, sur la question de la souveraineté, la démocratie directe et indirecte, via les représentants. Mais s'il vous plaît, dans la Constitution, cher Fabien, la Constitution de notre pays a donné un pouvoir limitatif à ses représentants. Ce n'est pas un pouvoir illimité, non. Les régimes de pouvoir des députés, des sénateurs, sont limités. N'est-ce pas? Lorsque j'ai évoqué dans mon introduction aussi, j'ai évoqué, je crois, 3 articles. J'ai évoqué l'article 2, l'article 214 et l'article 218. Là, ils n'ont pas répondu à ça. Parce que sur cette question-là, sur cette matière-là, d'organiser les référendums, la Constitution, notre peuple, le peuple congolais il s'est déjà prononcé sur cette question-là. Vous ne pouvez pas insérer une tricherie à travers une loi. C'est ça le vrai problème. Et la dernière, ma réflexion encore, sur cette question-là. Les gens oublient qu'aujourd'hui, sur cette comparaison-là, non, la loi organique et la loi ordinaire, mais s'il vous plaît. Mais cette loi, la loi référendaire-là, c'est une loi ordinaire. N'est-ce pas? C'est une loi ordinaire, ce n'est pas une loi organique. Mais si cette loi déjà, cette loi-là, n'est-ce pas? Cette loi-là viole la Constitution. Et que nous, comme acteurs politiques, nous, le peuple congolais, dans la Constitution, le peuple est le dernier rempart pour protéger la Constitution. Ça veut dire ici, les institutions censées protéger la Constitution, notamment à la Cour constitutionnelle, est déjà à la faillite. Voilà pourquoi le peuple récupère sa souveraineté, son pouvoir de protéger la même Constitution. C'est là où que moi je suis. Ça veut dire quoi ici? Même ici, Tshisekedi peut promulguer cette loi-là aujourd'hui et demain. Mais nous, au niveau de l'opposition, nous, au niveau du C64, nous allons continuer les combats. Voilà. Parce que nous pensons que non, au niveau institutionnel, il n'y aura pas de résultats. Il faudra maintenant que le peuple congolais, censé être le gardien de la Constitution, est appelé à jouer son rôle. Voilà. C'est très important. C'est là où nous sommes. Oui, une petite question. Alors, je comprends bien que c'est la rue, selon vous. Vous dites peuple qui pourrait trouver la solution à cette problématique. Mais l'UDPS garde encore un pied sur la rue avec la FDC à deuxième force politique du pays et alliés, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes sûr de mobiliser, capable de mobiliser la rue pour faire pression sur Tshisekedi et son régime? Cher Fabien, l'IDPS ne contrôle pas la rue. L'IDPS contrôle les milices au moins. L'IDPS, c'est ça ma réflexion. L'IDPS contrôle ce milice à lui, qui lui-même a créé pour protéger son pouvoir. Rappelez-vous les propos de Gustin Kabouya. Est-ce que c'est pour autant qu'on l'a interpellé? Ici, dans votre plateau, vous faites allusion à Bati Lukwebo. Moi, j'ai pitié à lui. Est-ce qu'il est toujours à l'Union sacrée? Bati là. Il est presque disparu, non?
Mais ce que moi je vous dis, c'est quoi? Dans notre constitution, le dernier rempart, c'est le peuple congolais. Ici, tout est déjà préparé pour que Tshisekedi, n'est-ce pas, chasse la toile constitution. Voilà pourquoi, nous, comme politiques, nous n'avons pas intérêt d'aller tomber dans les yeux de Tshisekedi. Aller à la cour constitutionnelle, il faut attendre si et là. Non, on n'a pas besoin de ça. Merci. Ici, le peuple est déjà alerté que non. Eh bien, attention, Tshisekedi tue le mot, veut renverser son régime constitutionnel. Eh bien, nous avons les droits de protéger la même constitution. Alors, Richard Mpinda, vous semblez, bon, l'UDPS le dit ouvertement, que la coalition 64 communique avec l'ancien président. Ce sont des mensonges. Et on parle de plus de 2 millions qui étaient mis en jeu pour le 12 juin et pour le 8 juillet. Une cagnotte serait également... Et l'argent serait... Non, je dis... Je suis en train de... Non, ce sont des questions de la rue. Non, c'est pas sérieux ça. Et donc, le barbu serait en train d'alimenter la C64. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que cette force, cette coalition 64 est capable de défier le pouvoir de Tshisekedi et l'amener à négocier? Le faiseur de roi est déjà en Europe. Vital Kamerhe, selon certaines rumeurs, c'est pas quelqu'un qui reviendrait maintenant. S'il rejoint C64, est-ce que vous ne vous voyez pas contraint de négocier? Mais si Kamerhe subit ce que Batia subit ici, Batia a été émilé ici à Kinshasa, non? Richard. Oui. Je comprends qu'il est beaucoup plus politique que juridique parce que lorsqu'on pose la question... Je citais quelques articles de la Constitution. Oui, s'il vous plaît. Les débats étaient techniques et non politiques. Voilà. Alors, lorsqu'on cite certaines dispositions, il faut aussi en donner un sens, même si nous ne sommes pas habilités à l'interprétation de la Constitution. Mais je voudrais revenir sur ce que j'ai ouï dire ici. On a parlé de la compromission. Et donc... je voudrais tout simplement rappeler un principe aussi élémentaire, que lorsqu'on lit un texte de droit ou qu'on se réfère à une matière de droit, à côté du principe, il y a toujours des exceptions. Nous sommes dans un cas exceptionnel où une partie du territoire national est occupée. Okay. Que faire? Parce que je ouïs dire même que la démarche qu'entreprendrait ou que la République entreprendrait pour éventuellement changer la Constitution ou faire changer la Constitution, ou mieux encore, faire changer la Constitution, nous aurait opposé à l'article 64. Et donc, le principe, c'est que nous allons au référendum avec toute la population, situation spéciale, solution spéciale. Pour quel mois tu es précisé, monsieur? Tu es avocat, tu es juriste quand même, monsieur. Mais non, est-ce que vous pouvez le laisser? C'est son temps. Nous faisons appel à la représentation qui a reçu mandat éventuellement d'y répondre. Et donc, je veux en venir maintenant par rapport... vous savez, on a comme l'impression que... C'est une question qui m'est venue comme ça à l'esprit. J'ai même écrit quelque part ici. Admettons que nous étions en 2210. Prenons 2210, quelques années plus tard. Faudra-t-il aux populations qui n'ont rien à voir avec Tshisekedi aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec Kabila, rien à voir avec Nanga et autres, puissent se soumettre à cette constitution du fait qu'elle aurait été interdite d'être revisitée et éventuellement changée? Je ne pense pas. Je crois bien que la définition qu'on a tenté de donner ici de la souveraineté, je veux le lire. La souveraineté est le pouvoir suprême appartenant au peuple de décider sur l'organisation des institutions de la République et de l'orientation à donner de son État. Je crois bien que partant de cette question-là, ou voyant les choses selon cette définition ici, on ne peut en aucun cas prétendre qu'il y aurait eu, si nous allons au référendum, lorsque nous consultons le peuple, qui est le souverain primaire, pour se prononcer sur une question donnée, que le peuple serait lié à cette constitution ici. Nous serons complètement perdus lorsque nous ne respectons pas ce droit-là. En quelques termes, en quelque sorte,
la population est liée, n'est pas plutôt, allais-je dire, liée par cette constitution. À tout moment, la population peut changer, décider de changer. Voilà pourquoi, en vertu de l'article 69 de la Constitution, que je vais lire ici, le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est, c'est la partie que j'aime beaucoup, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire. Il est le garant de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, nous l'avons dit, il garantit à ce que, lorsque les questions divisent, ont vu de retrouver l'unité, parce qu'il est le garant de l'unité, il peut recourir à la population pour éventuellement lui poser une question. Où en sommes-nous? Et voilà ce que je vous propose. Je ne vois pas en ce moment-là que le peuple soit... Parce que l'entité qui est appelée ou qui sera appelée à changer de constitution, ce n'est pas le président de la République. Le président ou les politiques peuvent en prendre l'initiative. L'élite en prend l'initiative, mais cependant, l'entité qui décide, c'est le souverain qui exerce la souveraineté nationale et cela peut se faire, je l'ai dit et je le redirai encore, par voie directe, pour une question, pour une situation exceptionnelle telle que la nôtre, on peut recourir à la représentation nationale pour éventuellement accéder à ces changements de la Constitution. Voilà. Malik Siyenda, je comprends bien la délicatesse de la loi fondamentale lorsque on n'est pas initié en cette matière. Alors, pourquoi chercher à impliquer le peuple en amont alors qu'il faudra le faire en aval? Pourquoi vous les instruits, je dis instruits, ou les initiés en cette matière, vous ne pouvez pas vous asseoir avec C4, C64 et les autres délégués des forces vives pour pouvoir harmoniser, parler et ne pas amener le peuple à ce qu'on déplore ou ce qu'on commence à déplorer. Monsieur Fabien. On embrasse, on fait d'une pierre deux coups, et technique et politique. Monsieur Fabien, on n'invente pas la roue, parce que tout ce que nous parlons, tout ce que nous débattons ici sur ce plateau, c'est peut-être des cas de figure qui ont été déjà résolus dans d'autres cieux. Pendant que nous parlons, la République des Zimbabwe, c'était depuis hier, vient de procéder au changement de sa constitution. La République de Zimbabwe a même revu le nombre et la durée de mandat du président de la République, autant pour le suffrage, qui autrefois était direct, et cette fois-ci, le suffrage universel est indirect pour l'élection du président de la République de Zimbabwe. Comme aux États-Unis. Deuxième cas de figure, en Afrique du Sud, la constitution sud-africaine n'a jamais été adoptée par les référendums. Encore que même le président sud-africain Nelson Mandela, avec toute sa notoriété internationale, il n'a jamais été élu dans un suffrage universel direct. Il a été élu par les représentants. Cela voudrait tout simplement dire que la démocratie n'est pas une valeur universelle. La démocratie est une valeur qui s'adapte à chaque contexte sociopolitique de chaque pays. Mais la question que vous venez de soulever tout à l'heure, cette question, elle a été résolue par la loi référendaire. Le grand péché pour le politique que nous sommes, parfois on s'amène dans un débat sans pour autant lire le texte. Et dans la loi référendaire telle que proposée par le professeur Gaspard Ngondankoy, et c'est bien prévu, avant que le président de la République, l'initiateur exclusif de l'idée de changement de la Constitution, avant qu'il procède à son initiative, il fait d'abord recours à un organe. D'abord, avant de faire recours, il doit investir un organe politique que la loi considère comme le Comité national des experts pour réfléchir sur les questions techniques. Est-ce qu'il existe déjà ce comité? Non, mais on attend que la loi soit adoptée, disons, promulguée et publiée par les journaux officiels. Et par après,
Le président de la République devra maintenant investir ses comités nationaux des experts. Et après, c'est le deuxième organe des natures politiques, le président de la République devra faire recours, c'est ce que dit la loi, et à l'opposition politique, la société civile, le pouvoir en place, pour débattre sur cette question. Et ce n'est qu'après que l'on va maintenant soumettre la question à l'appréciation du peuple. Parce que dans un contexte démocratique, cher Fabien, le peuple est un Dieu. Et le peuple est le seul qui exprime sa divinité sur les questions de questions qui concernent la vie nationale. Et ici, on ne veut pas restreindre le champ du peuple, je l'ai dit, on veut que le peuple exprime comme le dernier rempart. Voilà. Politiquement, maintenant, est-ce que le contexte s'y prête? Deux grandes villes sous les bottes de l'armée étrangère, avec des vendus internes, et puis deux provinces sous un état de siège. Il y a aussi la crise sanitaire, avec des conséquences sur le plan humanitaire énormes. Alors, est-ce que le contexte s'y prête? Parce que si la loi est promulguée dans quelques jours, eh bien, la machine est enclenchée. Réfléchissons à haute voix. Disons aux Congolais, est-ce que le contexte s'y prête? À cette question, je peux me permettre de le répondre de deux manières. La première des choses, je vous ai parlé d'un comité national des experts. Oui. Et ces comités ne viendra pas pour dire oui et amen à tout ce que le président de la République le soumettra comme proposition. C'est un comité d'experts, je pense, qu'il va travailler avec toute objectivité et rationalité possible pour dégager les pistes de solutions par rapport à la problématique autour soit de la tenue du référendum ou même du changement de la Constitution. En deuxième lieu, la question du choix, je l'ai dit, ça dépendra de l'option que l'on va lever, nous, en tant que classe politique. Est-ce qu'on veut aller au référendum avec Est ou pas, l'Est du pays ou pas? Mais M. Fabien, je voudrais observer quelque chose, c'est un constat malheureux que je fais. Vous allez vous rendre compte que nos amis de l'opposition ont très peur du référendum. Je me demande pourquoi. Ils ont peur parce qu'aujourd'hui, on assiste à une forme d'opposition illégitime, une opposition sans peuple. Parce qu'en temps normal, les référendums, c'est un moyen pour faire participer le peuple à établir son choix, soit en disant oui ou non. Mais si l'opposition pense que le peuple l'écoute autant, c'est à l'opposition de mobiliser le peuple pour dire au peuple, lors du référendum pour le changement de cette constitution-là, vous, le peuple, disiez non. Mais pourquoi l'opposition n'arrive pas à mobiliser le peuple dans ce sens? C'est simplement parce que l'opposition comprend que toute démarche tendant à soumettre le peuple à apprécier ou à imposer son veto sur le choix par rapport à une question donnée de la société, l'opposition, tout en sachant qu'elle n'est pas en coréité parfaite avec ce peuple, l'opposition choisit d'utiliser d'autres moyens. Vous avez entendu tout à l'heure, il y a des gens qui vous disent, nous on n'est pas prêts à respecter la Constitution. On n'est pas prêt à aller vers la Cour constitutionnelle parce que cette Cour constitutionnelle-là, elle est instrumentalisée par le pouvoir en place. Alors si ces gens ne sont pas prêts à aller vers la Cour qui du reste est consacrée par la Constitution, c'est-à-dire l'opposition déclare haut et fort la possibilité d'utiliser d'autres moyens que le moyen démocratique, que le moyen constitutionnel, ce qui même justifie la rébellion qui s'installe dans la partie Est. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont érigés en un mur pour déstabiliser les régimes constitutionnels établis en utilisant les armes pour tuer le Congolais. Jeannot Lompempe, c'est la chute, votre dernière prise de parole. Si tel est le cas, est-ce que ce qu'il a dit, Manix Yenda, ça ne peut pas vous inspirer une autre approche? Par exemple, vous, la coalition 64. Non mais, merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que, vous savez, nous sommes en politique. Et qu'aujourd'hui, je comprends la même difficulté de certains co-débatteurs dans votre plateau. C'est notamment le cas avec ce qui s'est passé au niveau même à l'Assemblée plénière de la Senko. Il y a eu un délégué de l'UDPS, mais comment il s'appelle?
Isaac Chilombaï. On l'a invité d'expliquer les évêques et la nécessité pourquoi nous devons changer la constitution. Mais les délégués de l'IDPS, il était dans l'incapacité de démontrer l'opportunité, l'urgence de changer cette constitution-là. Et c'est le même constat dans votre plateau également. Ici, le débat de main technique. J'ai évoqué les articles. Je dis que nous pouvons organiser ces référendums-là. Si on nous posait la question de savoir comment et pourquoi on doit changer la constitution. S'il vous plaît. Non, ça sera l'objet d'un autre partage. S'il vous plaît. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Je vous protège. Oui. C'est le constat, c'est mon constat à moi. Moi, j'ai la. Parce que ici, j'ai posé des conditions. Ce qui est prévu dans la Constitution. Vous ne pouvez pas aller au-delà de matières prévues dans la Constitution pour convoquer ces référendums. C'est prévu dans la Constitution. J'ai évoqué l'article 2. C'est lorsque, si nous voulons changer la capitale congolaise, au Kinshasa ou chez moi, à Mandaka, là, on peut demander le peuple. N'est-ce pas? Si nous voulons céder une partie de notre territoire, là, on peut demander le peuple. Ce sont des matières déjà prévues. Mais comment est-ce que par une loi, on vient insérer une tricherie? On évoque d'autres matières, mais s'il vous plaît. C'est ça la gravité de cette loi-là. S'il vous plaît, c'est la gravité de cette loi-là. Parce que même dans le domaine de la loi, s'il vous plaît, même ce qui est prévu, dans le domaine de la loi, il y a des matières. Article 229. Vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, laissez mon temps. Pour le changement de la Constitution. Non, mais s'il vous plaît, là vous commencez à déranger l'émission. Maître, vous avez. Protégez-moi. Oui, s'il vous plaît. Je suis en train de citer. Allez-y, allez-y. C'est-à-dire quoi? Ici, je réponds ce que j'ai entendu dans les plateaux ici. Je vous ai dit que non, il y a des matières. Ce que la Constitution a prévu. Deuxième élément, je rappelle à Pinda. Le président de la République, son pouvoir est encadré dans la Constitution. Tu sais qu'il n'est pas un monarque ou bien un roi, non. Son pouvoir est limité, encadré dans la Constitution. Ici, il fait allusion, n'est-ce pas, à l'article 69, mais s'il vous plaît, il est dit clairement. Est-ce que réellement Tshisekedi il est le garant de l'unité nationale? Aujourd'hui, l'unité nationale est déchirée. Il n'y a pas la cohésion. C'est à cause de lui, à cause de sa gestion. Le pays est divisé. C'est à cause de lui. Je suis sidéré que non, il vient dans les plateaux, il dit non, voilà, pour lui, il aime l'article 69. C'est une déception. Le Rwanda nous fait la guerre. Le Rwanda nous fait la guerre à cause de Tshisekedi. Non, mais s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Écoutez, oui. Mais c'est Fabien. Non, le Rwanda nous fait la guerre à cause de Tshisekedi. Mais c'est Fabien. Oui. Tout le monde est contre ça. Mais il est question de quoi? Il faut reconnaître aussi que non, le régime de Kinshasa, le régime de M. Tshisekedi Tshilombo, il est incapable de mettre fin à la guerre. Souvenez-vous, aujourd'hui, jour pour jour, ça fait combien d'années déjà? Depuis que nous avons perdu, il y a eu la résurgence de la rébellion. Qui a invité la rébellion ici à Kinshasa? C'est Tshisekedi quand même. Donc ici, vous ne pouvez pas chercher à dédouaner M. Tshisekedi de sa responsabilité. Celui le président de la République. Tshisekedi il était censé obliger, n'est-ce pas, de protéger le pays, l'intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, il est incapable. Le chef de l'État, il a abandonné, n'est-ce pas, le territoire occupé par les Rwandais. Aujourd'hui, la priorité pour lui, c'est de changer la constitution. C'est une question des modes de vie, mais s'il vous plaît, Tshisekedi. Ça se passe pas comme ça. Merci. Voilà pourquoi nous disons ceci. Oui. Nous, au niveau du C64, nous disons ceci. Nous n'avons pas, nous, comme politique, nous n'avons pas confiance aux institutions en place. Voilà pourquoi, comme la Constitution donne le peuple congolais le dernier rempart, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous sommes dans la rue. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons le peuple. Hier, Tshisekedi a négligé l'opposition. N'est-ce pas, non? Mais il y a eu notre cité, c'est notre cité dessus. Vous avez vu comment il y a eu quand même la répression barbare? Est-ce que c'est normal? C'est ça le combat de Tshisekedi? Hier, Tshisekedi a combattu Kabila pour le respect de la Constitution. C'est comme ça que nous aussi, nous devons les combattre également. Pourquoi si hier nous avons refusé à Kabila de ne pas avoir le troisième mandat, nous allons accepter ça à Tshisekedi? Pourquoi? Parce que le Congo est devenu une plantation de l'IDPS? Non, pas du tout. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue, M. Fabien. Je pense que non. Je rappelle encore au peuple congolais, notre rendez-vous national, c'est le 8 juillet. Tous dans la rue. Le palais de la nation là, c'est notre palais aussi. C'est le palais du peuple. Ce n'est pas le siège de l'IDPS. Donc nous avons aussi le droit d'aller visiter le bureau du président de la République. Où est le problème? Ah, vous allez visiter le bureau. Mais monsieur, nous allons visiter tout en laissant un message. C'est très important. Alors, Richard, pourquoi vous avez peur de nous? Merci. Non, moi j'ai mais c'est l'IDPS qui a peur. L'IDPS a peur. On a pour chercher des justifiés. Votre dernier mot. Il y a dans tout ça. Vous avez compris que le 8, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est une marche nationale pacifique. Si Kabou avait envoyé ce ministre de l'IDPS
Dans votre plateau ici, j'interpelle mes amis là. Ce sont des jeunes comme moi. Visite. La meilleure revendication, c'est de chercher le travail. Merci. Tous ces jeunes-là, ils n'ont pas de travail. Hein. Merci. Ils n'ont pas de travail. Le 8, sauf des filles d'acier qui à tout moment dans les hôtels. Le 8, ce sera... Contrairement à des forces du pouvoir. Ça sera une visite touristique. Je vais dans les restaurants. On a terminé. Vraiment que tu vas dans les restaurants. Vraiment que tu vas dans les restaurants. Dans les hôtels, tu as dit. Non, mais écoutez, mais il y a des restaurants là-bas, non? Alors, ne vous inquiétez pas, ce sera une visite touristique le 8 juillet, nous a-t-il informé. Je crois qu'avant... Votre dernier mot. Oui, mais laissez-moi quand même jouir pleinement de mon mon dernier mot. Oui. Je voudrais d'abord relever la contradiction dans le chef. Vite fait, hein, je vais relever la contradiction dans le chef de Maître Jeannot Lompepe, en ce que Jeannot Lompepe dit nous ne respectons pas ou nous n'avons pas, nous ne considérons pas, vous n'avez pas confiance aux institutions de la République. C'est fait c'est clair. S'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer quand même, je ne vous ai pas dérangé. Je crois bien qu'en le disant tel quel, c'est une insulte à cette population qui a dit oui au référendum à cette constitution. La population a décidé. Prenons l'hypothèse Tshisekedi quittait aujourd'hui. En vertu de quoi ou comment, sur base de quelle institution allons-nous gérer la République du moment où la constitution dont ils prétendent respecter aujourd'hui, ce sont les institutions qui sont reprises dans cette constitution. Et donc, j'ai posé une question fondamentale parce qu'on a l'impression que nos amis de l'opposition veulent voir toutes les générations être limitées qu'à ce seul texte constitutionnel. Si nous sommes en 2210, faudra-t-il ne pas toucher à cette constitution? Parce que vous et moi, parce que vous et moi, une valeur, une valeur. Jeannot, prenez la parole lorsqu'on vous la... Quelqu'un qui veut qu'on respecte la constitution doit quand même respecter mon temps de parole. Et donc, j'étais en train de dire, vous et moi, en 2010, 100 ici, personne n'y sera. Vous voyez, ceux qui viendront après seront butés à des réalités autres. J'aurais souhaité que nous puissions être réinvités pour éventuellement examiner les faiblesses de cette constitution. Voilà. Entre autres, à ce jour, nous pouvons nous le dire, l'article 220 est resté coquille vide. Elle a été vidée de toute sa substance. Quoi de plus normal que de nous lancer vers une nouvelle constitution et éventuellement, pourquoi pas, merci, donner Richard de nouvelles Pinda, normes de plus en plus... Merci Richard Pinda. Vous jouez avec les faits, vous là. Le vendredi prochain, nous serons avec vous, avec votre collègue de la coalition qui a apparemment un souci pour nous joindre. Merci Manix Yenda, merci. On doit quand même avoir beaucoup de temps, M. Fabien. Oui, Jeannot Lompepe. C'est moins de 2 heures d'état, l'émission. S'il vous plaît. Oui, c'est moins de 2 heures. Merci, Richard Pinda. Nous reviendrons sur le sujet. Pour quelles raisons chercher à changer cette constitution? Pour quelles raisons? Il faut qu'on explique au peuple pourquoi changer cette constitution. À très bientôt. Suivez cette émission en rediffusion samedi à 9h de Kinshasa, dimanche à 16h et lundi à 20h. Portez-vous très bien sur la chaîne de l'Unité nationale Congo 26 Télévision. Au revoir.